Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackeurs. Alors ce mois-ci, nous sommes en novembre 2024. Ce mois-ci, la hackeuse du mois du coup, qui est en miniature de cette vidéo, c'est Thaïs Amazaki. J'espère que je prononce bien son nom, qui donc et à la Carnegie Mellon University, donc dans l'équipe PicoCTF, équipe CTF bien connue, et aussi c'est un CTF bien connu. Et du coup, elle a fait notamment une vidéo sur le Web Exploitation, que je mettrai en lien sous cette vidéo. Et dans cette vidéo, je sais plus trop vers où, il y a un moment elle parle des injections attaques, voilà parfait. Et il y a notamment des injections LDAP, et je me suis dit tiens, on n'a pas parlé encore sur Hack-Size des injections LDAP, donc ça peut être une occasion de le faire. Et du coup, pour ce faire, j'ai choisi la machine pour ce mois-ci, la machine de Hack the Box Analysis, puisque ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de machine, les deux précédentes vidéos c'était des challenges. Donc là on revient sur une machine, et en plus une machine qui est considérée comme hard, donc comme d'habitude je vais prendre la bonne route pour aller plus vite et éviter de faire une vidéo trop longue. Mais évidemment pour la poney c'est bien plus long dans des conditions réelles. D'ailleurs si on regarde, où c'est qu'on voit déjà qui est la première personne qui l'a poney, ici. On voit que donc c'est MyDonut qui l'a poney le user en 2 heures et JKR le système en 3 heures, et ça c'est déjà très court, hein. Dans la vraie vie ça prend plus de temps pour les personnes normales comme moi. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour sur cette machine, enfin sur cette introduction de machine? Oui, on va voir, elle est intéressante aussi pour des histoires de... Il y a eu pas mal d'exploitation non attendue, puisque il y a eu des oublis, on va dire, de la part du créateur ou de la créatrice de la machine. Et autant des fois c'est pas intéressant, autant des fois c'est intéressant. Donc là on verra qu'il y en a une qui est intéressante. Mais c'est pas le sujet principal de cette vidéo. Et ensuite, avant d'entamer la machine, j'ai 2 minutes ce mois-ci, 1 minute frame comme d'habitude et 1 minute com pour la première fois. Donc je commence par la minute frame. Donc la minute frame, c'est que je suis revenu sur le podium français, hein, évidemment, de Hack the Box. Donc si on va sur Rankings, on voit d'ailleurs que si on classe par pays, countries, que la France est redevenue 4ème, on était passé derrière les Espagnols et là on est re-switché devant les Espagnols. Et donc si on regarde ce classement français, on voit que voilà, je suis revenu sur le podium, ça faisait peut-être 6 mois, 1 an, hein, que j'étais à la 4ème place juste après le podium. Donc ça fait plaisir de revenir ici, et j'en profite comme d'habitude pour dire bravo aux deux personnes françaises qui sont les 2 premières devant moi, et surtout bravo aux 3 meilleurs mondiaux qui sont d'ailleurs en ce moment dans des pays assez hétéroclites, puisqu'on peut voir, si on va sur le Hall of Fame, que bon, comme d'hab, le premier mondial c'est une personne allemande, mais ensuite on a lituanien ou lituanienne et une personne d'Antarctique. En tout cas, s'affichant comme étant d'Antarctique. Donc c'est assez rigolo, ces 3 premiers pays sur un classement mondial. Voilà, donc ça c'était sur la minute frame, et ensuite minute com, ça c'est pour la première fois, on va dire, j'avais pas encore fait une minute com sur cette chaîne. Donc là en fait c'est la com pour communication, hein, donc la com de ma boîte qui m'a demandé de participer à un podcast sur les anecdotes de pentester. Donc voilà, si ça vous intéresse, pareil, je mettrai le lien sous la vidéo vers ce podcast. Voilà, on peut démarrer la machine Analysis. Donc la machine Analysis qui est ici, et retired évidemment. Hop. Et donc on va faire l'analyse de LDAP qui permet parfois d'apprendre des choses intéressantes.
Donc comme d'habitude pour gagner du temps, j'ai déjà lancé le scan Nmap qui est ici, cat Nmap. Je mets ça en grand, je remonte dessus, donc là beaucoup de ports ouverts, notamment le port 88 Kerberos et le port LDAP 389, donc c'est probablement un DC. On a directement aussi un domaine ici, analyse.htb. Du coup je vais l'ajouter, je crois que c'est déjà fait d'ailleurs, comme TC host. Ici il est déjà ajouté. Ce internal on l'a pas encore, on va le choper vite fait après. Donc là quand pareil hein, pour gagner du temps, parce que là il y a beaucoup de ports ouverts donc on pourrait partir dans tous les sens. Donc je vais prendre les bonnes pistes qui sont intéressantes d'entrée. Donc la première chose c'est juste un net exec sur le SMB, hein, on a déjà fait dans des précédentes vidéos donc je détaille pas, qui permet de confirmer que le domaine est bien analyse.htb pardon, et on a bien un DC analysis, donc c'est bien, enfin on suppose en tout cas que c'est bien un domaine contrôleur, un contrôleur de domaine en français. Ok, maintenant qu'on a fait ça, deuxième chose intéressante à faire, c'est chercher les sous-domaines. Donc ça pareil, on l'a déjà fait plein de fois, je vais vite, avec FFUF, et c'est là qu'on trouve le internal que j'ai déjà mis en avance de phase dans le TC host. C'est comme ça qu'on le trouve. Voilà, et on continue sur les tests classiques, donc je les taille pas. Donc là il faudrait laisser tourner, hein, mais normalement il n'y a rien d'autre d'intéressant qu'il va trouver. Et ensuite on a Ferox Buster classique aussi, donc énumération de directory web. Et là il trouve pas mal de choses. Les 200 sont évidemment plus intéressants, donc en temps normal on les regarderait tous, mais là je vais aller directement sur celui qui nous intéresse le plus. Petite info aussi, j'ai mis PHP comme extension, ce qui est pas forcément trouvable en parcourant le site web, mais bon, par contre quand on fait un vrai pentest en général, dans les extensions par défaut, on regarde le PHP, donc c'est plutôt réaliste ça, c'est pas un truc. On va voir qu'il y a des cette machine là, je crois qu'il y a un moment où c'est un petit peu pas très réaliste, mais sinon pour le reste elle est pas trop mal. Ok, donc celui qui va nous intéresser c'est le user list ici là, donc dans les 200, on les regarde tous normalement, mais celui-là est plus intéressant que les autres. Si je vais sur Firefox et que je me connecte, on voit qu'il nous dit missing parameter. Donc on a envie de de rajouter un paramètre ici, parameter égale Toto. Et il dit toujours missing parameter, donc le but du jeu maintenant ça va être de trouver quel est le nom du paramètre à mettre ici. Donc pour ça on va encore utiliser FFUF. On a utilisé il y a 2 secondes pour trouver le sous-domaine. Ce coup-ci, là, je vais changer le fuzz, il va être ici, donc dans le nom du paramètre. Et comme word list, je vais lui mettre l'API endpoint res de cette liste. Ça tourne rapido. Il n'y a que 12 minutes, sinon c'est pas une grosse liste de mots. Et il trouve name. Alors, name, donc nom en français. Voyons voir ce que ça fait maintenant si je mets name égale Toto. Si elle n'est pas égale, ça marche moins bien. Voilà, on tombe sur un tableau. Username, last name, first name, je vais pas toutes les lire. Donc, j'avoue que moi, ayant administré un annuaire LDAP dans ma vie professionnelle, ça m'a tout de suite fait penser à du LDAP. Donc, si vous avez pas forcément l'astuce tout de suite, du coup j'imagine qu'il y a d'autres moyens de trouver ça, mais vous passerez un peu plus de temps. Donc qui dit LDAP dit probablement que le étoile passe. Et effectivement si on met étoile on voit que ça nous sort username technician, alors qu'il y a 2 secondes ça mettait contact si on mettait Toto. Du coup on se dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire en fait chaque lettre de l'alphabet à étoile, donc à tous les utilisateurs qui commencent par étoile, enfin tous ou que le premier, hein, ça dépend quel est le code qui tourne derrière. Et là on voit que si je fais A étoile, ça me sort A Manson, si je fais B étoile, B Adams, donc effectivement on a moyen de injecter du LDAP. Donc une injection LDAP du coup
C'est comme une injection SQL en vrai, hein. C'est juste que l'endroit de la requête, c'est une connexion vers un annuaire LDAP au lieu d'être une connexion vers une base de données SQL. Et du coup, ça va ressembler à, enfin probablement, hein, si je prends un, on va prendre quoi, Mousepad, ça existe là-dessus. Donc si je prends un éditeur de texte, donc probablement la requête elle ressemble à ça, hein. C'est probablement SAMACOUNTNAME égale name, et c'est pour ça qu'ici si je mets à la place de name B étoile, et ben il me sort l'utilisateur qui commence par B. Et du coup, si on regarde la doc officielle, par exemple chez BMC de LDAP, on voit un peu les champs qu'il y a d'habitude dans un annuaire LDAP. Ici, ils sont tous là. Et donc un qui va nous intéresser, c'est le SN, last name. Donc là, on a mis celui-là, quoi, last name. Et pourquoi on va s'intéresser à celui-là? C'est juste pour voir si on peut formater une requête un peu plus avancée. Donc si je reviens sur mon exemple, ici on a fait donc on a remplacé ce get name par c'était B étoile ici, B étoile. Et donc ce qu'on voudrait faire, c'est aller jouer aussi sur le last name au lieu de jouer que sur le name, username. Donc l'idée c'est de mettre étoile, donc je prends tous les utilisateurs, je ferme, j'ouvre une nouvelle, ça c'est de la syntaxe LDAP, hein. J'ouvre une nouvelle parenthèse, je fais sn égale, et là je mets le nom. Dans notre cas par exemple c'est Adam. Et donc pour que la requête elle ressemble à ça, et ben ce qu'on va injecter c'est ça, hein. C'est étoile, blablabla jusqu'à Adam. Donc, si j'injecte ça ici, voyons si ça pose problème ou pas. Et ça pose pas problème. Donc là, sous-entendu, on a bien, ça confirme la syntaxe LDAP, on peut bien faire des choses avancées et taper, chercher dans les autres champs et pas que dans le champ username. Ceci étant dit, à la main ça va être un peu long, autant pour la partie users on pourrait la faire à la main, mais comme après on va s'intéresser aux autres champs, on va sortir sur un script Python. On va partir sur un script Python. Donc un script Python, moi je suis nul en Python, donc vaut mieux pas voir la tronche de mon script. Donc j'ai pris un truc un peu mieux codé sur le site de 0xDF, un hacker qui publie tous les write-up, chaque machine Xbox a un write-up fait par 0xDF. Et donc, dans son write-up, il utilise un script Python qui est pas mal foutu, puisqu'en plus, comme on va le voir de ce pas, je le mets ici. Voilà, il s'appelle LDAP user. Et donc dans ce script Python, hop, je vais peut-être agrandir un peu. Il utilise async.io pour faire de l'asynchrone et pour brute forcer plus vite en fait. Et HTTPX comme client HTTP. Il va utiliser tout ce qui est ASCII forcément. Donc là sur ce premier script, LDAP users, on va simplement brute forcer tous les utilisateurs. Donc ça on pourrait le faire à la main, ça dure pas très longtemps, parce qu'il suffit de faire ABC ici, là comme on l'a fait tout à l'heure, pour sortir tous les usernames. Donc ça ressemble à ça la requête, et on se fait tout l'alphabet quoi. Voilà, et donc on définit un worker avec async client pour faire un brute force. On va lancer plusieurs en parallèle pour aller plus vite. Voilà, et à la fin on met les résultats à l'écran. Donc je lance ce script LDAP user. Et il trouve 5 usernames, donc il n'y en a pas tant que ça. Il y en avait 3 qu'on avait déjà vu, Adam, Amundsen, Technician. Et en fait il n'y en a que deux de plus. Bien, maintenant qu'on a trouvé ces noms d'utilisateurs, ce qui serait intéressant, c'est de creuser. Donc évidemment, dans la vraie vie, ça prendrait du temps parce qu'on regarderait chaque autre champ. Mais il y en a un qui est un peu plus intéressant que les autres et qu'on voit d'ailleurs pas dans ce tableau. C'est le champ description. Description, voilà, il a apparu au début des champs LDAP. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a encore aujourd'hui des administrateurs qui mettent
le mot de passe ou des informations sensibles en tout cas dans ce champ description. Donc l'idée ça va être de regarder un peu ce champ avec l'injection LDAP pour voir si on trouverait pas des choses intéressantes. Donc je pars toujours sur un script de 0xdf qui s'appelle ce coup-ci LDAP field, donc on va regarder les champs. Toujours même contexte, hein, même concept de fond, mis à part que là on va utiliser des classes pour des histoires de réponse string. On va utiliser tous les printables. Et on va, donc comme on peut le voir ici, donc on va spécifier un username qu'on va demander en input du script. Et après on demandera un champ field, pareil qu'on va prendre en entrée. Dans les arguments d'entrée, voilà, username, ce sera le premier argument, field le second argument. Et ce que le script va faire, bah, c'est chercher toutes les valeurs en fait qu'il y a dans ce champ. Si il trouve quelque chose, et ben il fait une deuxième recherche. Alors, pourquoi on s'embête à faire un double derrière? C'est pour un cas particulier qui est si c'est une étoile. Donc je rappelle que ici on a joué avec un P étoile ou une étoile, mais si ce qu'on veut ramener c'est le caractère étoile, ça pose problème. D'où le fait de chercher plus loin en mettant une étoile et en cherchant la lettre d'après pour valider que l'étoile elle est bien dans la string qu'on remonte et pas voilà, c'est ici, et que c'est pas une étoile qui permet de voir toutes les réponses, un wildcard quoi. Voilà, sinon pour le reste c'est pareil, mis à part cette particularité, tout le reste va donc on utilise des workers pour faire la recherche en parallèle. Et voilà en gros. Donc si je ferme ça et que je lance ce Python LDAP field, qui nécessite deux paramètres. Le premier c'est l'utilisateur, donc normalement on les ferait tous, je vais aller directement sur celui qui est intéressant. Et donc pareil, les champs on les ferait tous un par un, et celui qui est intéressant c'est description. Je lance, et on voit qu'il trouve assez vite la description de ce champ, le contenu de ce champ description lié à l'utilisateur technician. Et on voit que ça ressemble à une chaîne de caractères aléatoire, voire un mot de passe. Donc on a envie d'essayer ce mot de passe, enfin en tout cas, est-ce que ce serait pas un mot de passe utilisé? Donc pour ce faire, on va utiliser comme au début netexec sur le SMB, tant qu'à faire. Hop. Ah, je crois que j'ai un bug. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est le copier-coller qui marche plus. Bon, on va pas s'embêter, on va taper les commandes. Donc smb analysis.htb technician, mot de passe. Je le mets entre simple quote puisqu'il est un peu touchy avec caractères spéciaux. Voilà, et c'est confirmé, c'est bien le mot de passe du compte technician sur le domaine analysis.htb. Parfait, donc là on regarde s'il n'y a pas un quick win, genre est-ce qu'il n'a pas un accès via WinRM qui me permettrait d'avoir un shell. C'est pas le cas, il n'est pas dans le groupe qui va bien. Et un deuxième quick win qui pourrait être intéressant, c'est de regarder les partages. Est-ce qu'il n'y aurait pas des partages accessibles avec ce compte? Et on voit que c'est que des partages classiques. Et si on creuse, on ne trouvera rien d'intéressant dans ces partages. Donc ce n'est pas la bonne piste à suivre. Par contre, ce qu'il est intéressant de voir, c'est si on regarde dans tous les 200 là qu'il y avait tout à l'heure, on n'a pas tous été les voir, mais celui-là qui est bien, c'est login.php. Si je vais ici sur login.php, on tombe sur un login mot de passe
Et donc si je prends le mot de passe qu'on vient de trouver, que j'essaye comme login technician, alors il faut un mail, hein, comme c'est écrit, donc technician @ on va mettre le nom de domaine, analysis.htv, password, celui qu'on vient de trouver, ça passe, on peut se loguer sur cette interface web. Alors sur cette interface web, pas mal de choses, on a un SOC report où on peut uploader des choses, donc ça peut être intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est que si on va ici, à droite, là on a un Enhanced SOC Security Report qui est barré. Donc a priori il y a eu des soucis sur le système de report. Après on ne sait pas si c'est des soucis de sécurité, hein, mais bon. Ensuite on a les tickets. Donc plusieurs tickets en cours. Il y a notamment un ticket sur le HTA. Si on clique ici sur Detail, qui n'est pas résolu d'ailleurs. On parle de HTA. Alors HTA, je suis pas sûr qu'on en ait déjà parlé sur Hackthebox, sur Hacksize. Je pense pas. Donc c'est une HTA, c'est pour HTML Application, et donc c'est un fichier exécutable et interprété de Microsoft avec l'extension de mon fichier HTA qui s'exécute à partir du navigateur web à l'époque Internet Explorer 4 quand ça a été créé, ou du programme mshta.exe de Windows, qui est un exécutable qui existe toujours sur le Windows et qui est pas mal utilisé par les malwares notamment. En tout cas à une époque, aujourd'hui je sais pas si c'est encore le cas. Voilà, alors pour l'instant je parle de ça, ça va servir après, c'est pour ça que j'en parle, mais on continue l'énumération de ce site. Donc on a le SOC report, ça je l'ai déjà dit, on a emergency.php qui permet de faire une notification d'employés. Alors si on revient, on va d'abord faire le SOC report, voir un peu ce qu'on peut faire. Donc a priori c'est pour envoyer un fichier pour qu'il soit analysé par le SOC. Donc si je prends, je vais mettre un fichier de capture d'écran à la con, juste une image. Tac. Hackthebox analysis capture d'écran, upload. On voit que ça répond file safe, donc c'est bien ça, hein, le but du jeu c'est d'envoyer un fichier pour que le SOC vérifie qu'il n'est pas malveillant, enfin malfaisant. Ok pour cette fonction, et donc on a dit ensuite qu'il y avait emergency ici, qui permet donc a priori d'envoyer des mails d'urgence. On verra si ça sert, je me souviens plus là de tête si ça va servir ou pas. En tout cas, du coup, on va utiliser cette fonction d'upload pour envoyer un fichier malveillant. Alors du coup, là, on arrive dans le premier cas, enfin il y en a peut-être eu avant, mais je crois pas. En tout cas, cette partie-là, il y a plusieurs solutions possibles. Il y a celle attendue qui est d'utiliser un HTA, et on va faire celle-là parce que c'est plus intéressant, on l'a pas encore fait sur Hacksize. Mais il y a aussi une possibilité d'envoyer un web shell PHP qui paraît plus logique parce qu'on voit que c'est du PHP, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Mais bon, je vais prendre celle qui est plus intéressante, qui est via HTA. Donc on va aller sur RevShell, hein, on a l'habitude d'y aller, revshells.com. On va prendre comme c'est une Windows, on va partir sur du PowerShell. Et puis on va prendre le 3 base 64, hein, qui est un des classiques. Ici il faut que je mette mon IP, dans le VPN évidemment, puisque sinon elle n'est pas accessible depuis la machine cible. Et le port, pour que ce soit réaliste, on met 443, enfin, dans le sens où c'est quand même souvent un port qui est accessible de 443 en sortie. Voilà, et ici on va mettre aucun encoding, il y a déjà du base 64, et on va mettre du CMD sur Windows. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc, ce reverse shell, je le mets où? Je le mets dans un fichier .hta. Donc
Ce fichier .hta, on va l'appeler lisbethref.hta. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc nous on remplace juste la partie shell run par ce qui est donné ici. Est-ce qu'il y a le PowerShell inclus? Oui. Tac. Voilà. Et ma foi, ça devrait être bon. Hein. Donc je mets un listener sur le port 443 pour que le reverse shell se connecte à moi. On va utiliser RLWrap pour des histoires de tabulation sur les reverse shell Windows, notamment. Voilà, et donc j'envoie en upload ici ce fichier HTA upload. On voit que ça passe, il dit qu'il est safe et je reçois bien un reverse shell, donc il a bien été exécuté par le SOC, en tout cas la machine automatique du SOC, puisque je doute que ce soit un humain qui regarde chaque fichier qu'on upload un par un pour dire s'ils sont safe ou pas. Voilà, du coup on peut voir que si on regarde les utilisateurs de cette machine, il y en a quand même quelques-uns. Donc pareil, on arrive à un nouveau moment où il y a plusieurs possibilités pour augmenter ses droits. Donc la réponse attendue, si on regarde la solution officielle, c'est via les logs web. Il y a une réponse qui n'est pas attendue, qui est intéressante, donc on va la faire, c'est l'autologon. Donc l'autologon, là pour le coup, c'est pas réaliste sur ce serveur-là, mais par contre ça peut être réaliste sur des scénarios de type kiosque. Donc l'autologon, c'est quoi? C'est pour s'authentifier automatiquement. Hein. C'est quand la machine démarre, et ben, elle est automatiquement authentifiée avec un compte. Typiquement un kiosque, hein, quand on lance un kiosque, il faut que, je sais pas, dans une bibliothèque par exemple, il faut que la machine elle tombe directement sur, je sais pas, un office de tourisme, elle tombe directement sur l'application qui va bien, qui tourne avec un compte, et ce compte il se log automatiquement. Et cette information elle est accessible dans la base de registre HKLM. D'ailleurs pour info on peut accéder à la base de registre directement avec PowerShell depuis pas si longtemps que ça. Je saurais pas dire la date, mais c'était une fonction qui n'était pas dispo avant. Et du coup, vu que mon copier-coller marche pas, je vais devoir tout taper à la main. Donc c'est dans cette clé de registre que se trouvent les paramètres concernant l'autologon. Tac. Voilà, et ici j'ai plus qu'à faire get item property, select object default domain name. Donc je prends le domaine, le username et le password utilisé par Autologon au démarrage. Et on voit que c'est JDO, même domaine que précédemment, et un mot de passe alambiqué. Donc on va faire quoi? Ce qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, un netexec snb analysis.htv. Ce coup-ci j'utilise JDO et j'utilise son mot de passe que je vais faire copier-coller, parce que les copier-coller à l'intérieur de la VM fonctionnent. Est-ce que c'est bien son mot de passe? Oui, c'est bon, c'est le mot de passe de JDO. Donc, pareil que tout à l'heure, est-ce qu'il a des accès WinRM? Yes. Ah, mais ça va être plus simple là, du coup, on va pouvoir faire evil WinRM. On a déjà fait plein de fois, je détaille pas. .htb, allez voir les précédentes vidéos sur Acksize si vous connaissez pas evil WinRM. Bim. Cool, donc on a fait un mouvement latéral vers un autre utilisateur qui s'appelle JDO. Alors maintenant qu'on est là, nouvelle phase d'énumération. Alors pour info, ça y est, on a accès au premier flag, hein, le flag user. Si on fait desktop user.txt, ça y est, on a le flag user.
Alors, on repart sur de l'énumération classique. Donc pareil, pour aller plus vite, je vais prendre la bonne piste directement. Donc, à la racine, on a des snort logs. Donc snort, c'est vieux, puisque ça a été créé en 98, même année que la Coupe du Monde de foot. Donc un système de détection d'intrusion IDS et de prévention d'intrusion IPS gratuit open source, créé par Martin Roesch, qui est encore d'actualité. Hein. Snort, c'est même d'ailleurs, je pense, embarqué dans pas mal de produits payants. IDS, IPS. Donc contrairement... on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que là, à partir de cet endroit, il y a deux solutions possibles. La solution officielle, ça va jouer avec ce qu'il y a dans ce dossier private. Il y a un encoded, et si on regarde sur encoded, on voit qu'il y a des choses, mais ça, on va pas utiliser celle-là. Si vous souhaitez voir celle-là, n'hésitez pas à vous référer à la solution officielle sur Xbox. Il y en a une qui n'est pas attendue, qui est intéressante, qui va jouer avec Snort aussi. Hein. Donc c'est si on regarde Snort ETC, donc ça c'est la configuration de Snort sur cette machine. Alors, je vais quand même mettre un lien pour qu'on soit un petit peu plus... ah oui, je vais pas pouvoir copier-coller le lien. Ouais. Alors, on va devoir comment je retrouve facilement. C'est 31 si je fais snort node 23.html. C'est ça. Donc ça c'est la doc de Snort, et dans la doc de Snort on voit que il est possible d'utiliser des modules dynamiques avec une directive qui s'appelle Dynamic Preprocessor. Et donc ça dit à Snort de charger cette librairie partagée préprocessor pour faire des choses. Donc, sous-entendu, au moment du démarrage de Snort, il va charger ces librairies. Ok, pourquoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce que si on regarde ce Snort ETC où j'étais il y a 2 minutes, si on regarde les droits sur le fameux... je vais faire un copier-coller d'ailleurs. Donc c'est le dossier qui contient ces dynamiques préprocesseurs. Hein. Enfin, je cherche dans les dossiers et on va vite voir que ça s'appelle Snort. C'est tout con comme nom. Snort Dynamic Preprocessor. Ok, donc jusqu'ici tout va bien. C'est juste je cherche le fichier de configuration qui parle de ce truc-là. Et j'affiche les droits, ici ACLS, de ce dossier. Et là c'est intéressant. C'est intéressant parce que on a les droits, alors je rappelle, hein, I entre, donc nous on est utilisateur classique, voilà, Bulletin, et I ça veut dire droit hérité, OI objet hérité, CI container hérité, et RX ça veut dire lecture et exécution, donc ça à la limite on s'en fout. Ensuite on a ICI, je l'ai dit, AD c'est add file, on peut ajouter des fichiers, là on s'en fout moins, et ICI WD c'est write data, on peut écrire. Donc on peut créer un fichier dans ce répertoire. Ça tombe bien, c'est un peu ce qu'on voulait, puisque dans ce répertoire à l'heure actuelle, il y a ça, donc des DLL fournis avec Snort, et vu qu'on peut écrire dedans, on va pouvoir écrire notre propre DLL qui sera chargé en dynamique préprocessor quand Snort sera redémarré. Donc, première chose, c'est est-ce que l'antivirus va pas nous embêter? Vu que jusqu'à présent il nous a pas embêté, on dirait qu'il n'est pas activé. Et si on fait un get mp computer status, parce qu'il aurait dû nous embêter quand on a fait un reverse shell à la base, quand on a uploadé le fichier là, htr. Il nous a pas embêté, alors soit le dossier était exclu, peut-être aussi, de la configuration antivirus. Ah, il veut pas nous le dire ici, on va le faire ici. Get mp computer status. Je sais plus pourquoi sur Evil WinRM ça passe pas. Ça doit être associé au droit de Jido. Mais là en tout cas on voit que la real time protection n'est pas, elle est false, donc elle n'est pas activée.
C'est pour ça qu'ils nous embêtent pas, et c'est pour ça qu'on n'a pas à s'embêter avec l'antivirus. Malgré le fait que ce soit une machine difficile, ils n'ont pas laissé l'antivirus qui tourne dessus. Ok, donc vu qu'il n'y a pas de problème d'antivirus et vu que je peux écrire dans un dossier de DLL, faisons ça. Donc je vais dedans. Il faut d'abord que je la crée, hein. Donc on va le faire en haut à droite. Donc on va faire MSF Venom, on l'a déjà utilisé plein de fois. Pour générer des DLL, je pense qu'on l'a même déjà fait aussi, mais pas sûr. Je vais faire vraiment une classique, un shell reverse TCP tout bête. Vers quelle machine? Vers mon interface Tune0 dans le VPN. On va continuer à utiliser le port 443 puisqu'on a vu qu'il fonctionnait en sortie. On veut un format DLL, on veut une 64 bits. Et on va l'appeler lisbeth.dll. On laisse MSF Venom faire sa magie. Il a créé la DLL ici. Il ne reste plus qu'à l'uploader. Mais peut-être qu'avant de l'uploader, on va mettre en écoute un RL WAP. On va le faire en bas à gauche. Alors WAP. C-A-R-N-C-L-V-N-B. Ok. Au cas où ça aille vite, donc dans la vraie vie, ça serait probablement pas rapide, hein, parce que je m'imagine qu'on démarre pas Snort tous les jours. Et là, en fait, ça va être rapide, et c'est pas parce que c'est la solution attendue, comme on l'a dit, c'est pas la solution attendue, mais parce que la solution attendue redémarre Snort assez rapidement pour faire le parsing qui va bien, et du coup, nous on va en profiter de ce redémarrage de Snort, et ça devrait du coup être assez rapide, je sais plus, je crois que c'est toutes les 2 minutes qui redémarre Snort. Ok, tout ça étant dit, j'ai plus qu'à aller ici, je fais upload la fonction intégrée de EvilWinRM, j'upload isbet.dll dans le répertoire Snort Dynamic Preprocessor Upload. On voit que lisbeth.dll se retrouve tout en haut de la liste, puisqu'elle n'est pas précédée de SF underscore, et ça, il s'en fout, il regarde pas les noms des fichiers normalement. Et parfait, à gauche on récupère le reverse shell qui tourne avec les droits routes administrateurs de cette machine. Administrateur en français d'ailleurs, cette machine qui est configurée en français apparemment. Donc on n'a plus qu'à faire users administrator desktop route.txt pour récupérer le flag. Et après, vous pouvez regarder, si vous êtes curieux, les tâches planifiées, vous verrez la fameuse tâche planifiée qui joue à redémarrer Snort toutes les 2 minutes. Voilà pour cette machine difficile. Bon, après, le degré de difficulté varie en fonction, et puis là quand on l'a fait rapidement en ayant la bonne réponse, forcément, ça va plus vite que dans la vraie vie. Mais dans la vraie vie, c'est pas si improbable d'avoir ce type de cible. Donc si on était une blue team et qu'on devait sécuriser ce serveur, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Donc dans un premier temps, l'injection LDAP, donc ça se joue au niveau de l'application, qu'elle assainisse proprement les entrées d'utilisateurs, gros classique, pour éviter de pouvoir aller jouer sur LDAP. Ensuite il faut enlever du champ description mot de passe, hein, c'est pas une bonne pratique. Voilà. Ensuite la fonction upload, pareil, il faut qu'elle assainisse les fichiers uploadés pour éviter d'envoyer un fichier qui permet d'avoir un reverse shell. Et enfin donc on avait l'autologon, donc autologon à ne pas utiliser si possible pour éviter les mouvements latéraux vers le compte qui utilise l'autologon. Et enfin Snort, ne pas donner les droits d'écriture sur Snort, sinon on peut tourner avec le compte qui exécute Snort.
Voilà pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.